Probablement que la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Grégoire et avec Mathieu, que vous voyez en vidéo aussi, qui va intervenir tout à l'heure, on a donc cofondé Kemotion il y a 5 ans. Notre startup, elle développe une solution d'analyse des émotions et d'analyse sémantique. On a des algorithmes en fait qui s'appuient sur notamment un gros dictionnaire émotionnel du langage qui indexe, qui est très conséquent et qui indexe plusieurs millions, plus de 50 millions de mots. Et notre technologie, depuis 5 ans, a pu traiter un peu plus de 5 millions de verbatim. Alors, quelques mots en première partie sur le choix, l'importance du choix des sources d'avis clients. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas encore tout à fait convaincus, en intro, pourquoi c'est important d'analyser ces avis? Eh bien, ce sont des données souvent très riches en termes de contenu et donc qui peuvent vous aider à mieux expliquer et à mieux comprendre des résultats existants comme des scores quanti ou à découvrir plus en profondeur ce que pensent vos clients. Et puis, des avis, ce sont des données qui peuvent enrichir le contexte et donc qui peuvent vous permettre de mieux appréhender l'ensemble des sujets évoqués par vos clients. Alors, des sources d'avis, il y en a beaucoup, que ce soit sur Internet ou via vos propres canaux d'échange avec vos clients. Pour vous, on les a classés à partir de nos retours d'expérience et de tout ce qu'on a pu traiter depuis 5 ans. Donc, sur le haut du podium, les sources d'avis, de commentaires qui nous paraissent les plus riches, les plus utiles, donc à privilégier prioritairement, sont les verbatims d'enquête et les avis que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes spécialisées. On en a cité quelques-unes comme Avis Vérifié, Critiseur, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des données riches, souvent fournies en termes de contenu, donc qui peuvent générer beaucoup d'insights, et puis parce que vous pouvez aussi souvent y associer d'autres infos de profil, de score quanti, et donc ça procure une donnée textuelle, ces verbatims et ces avis sur les plateformes, riches à analyser. Ensuite, très proche, vous avez les avis sur les plateformes publiques comme Trip, Google, Amazon, etc., qui là aussi sont souvent des données riches en termes de contenu et donc intéressantes à analyser. Puis sur la dernière marche du podium, des formulaires de contact ou de réclamation. Alors, ce sont des prismes un peu plus spécifiques, mais par contre, la donnée est souvent aussi assez qualitative et intéressante à analyser. Après, vous avez encore d'autres sources, mais à géométrie un peu plus variable, en termes soit de qualité de données, soit de pertinence. Et donc là, vous allez trouver les emails, les conversations de chat, les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est à regarder au cas par cas en fonction des sources qui vous concernent. Puis il y a aussi d'autres critères à prendre en compte dans le choix des sources d'avis à analyser. C'est notamment la pertinence de la source par rapport à votre business. Par exemple, si vous êtes dans le tourisme ou un groupe hôtelier, TripAdvisor, c'est une source incontournable. Si vous êtes dans la restauration, dans le retail, les reviews sur une plateforme comme Google aussi, c'est très important. Ensuite, il y a un autre paramètre assez fondamental aussi, c'est bien sûr le volume, le nombre d'avis. S'il y en a extrêmement peu, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Donc, c'est peu utile. Un dernier critère, un peu plus subjectif, mais c'est, je dirais, le potentiel à risque de négatif, de bad buzz, si vous voulez, de la source, donc dans le cas de source publique, qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et si vous estimez que c'est le cas, c'est certainement aussi une source à intégrer dans vos analyses. Alors maintenant que vous avez peut-être choisi vos sources, comment les analyser? Deux approches, l'une peut-être plus traditionnelle, manuelle ou automatique. Une approche manuelle semble bien adaptée quand il y a un volume, je dirais, limité de commentaires, donc qui en fait va être gérable humainement parlant. Si vous avez peu ou pas de budget aussi pour souscrire à un outil, bien sûr. Et puis, si la donnée, par contre, n'est pas numérique, par exemple des courriers papier ou des scans de photos, là, un outil ne peut pas faire le job, donc l'approche manuelle est plus adaptée. En revanche, ça peut être intéressant de privilégier un outil automatique, d'analyse automatique, dès que vous avez un peu de volume, parce que les gains de temps peuvent être phénoménaux.
Si c'est important d'avoir une objectivité dans le classement, c'est-à-dire éliminer tous les biais en fait d'interprétation, la machine elle classe de manière très objective. Si vous avez besoin aussi d'analyser l'intégralité des commentaires et d'avoir une analyse vraiment globale de tous les sujets pour ne rien laisser passer. Et puis, un dernier point important aussi, si vous avez une certaine récurrence dans les données à analyser, voire des flux quotidiens, hebdo-mensuels, alors là, un outil automatique peut vous permettre de monitorer. Comment réaliser, exécuter une bonne analyse automatique? D'abord, l'outil doit vous apporter un taux de fiabilité au moins égal à 80%. Ça, c'est un critère général, que ce soit sur l'approche de classification thématique ou l'évaluation qualitative. Et donc, les deux grands axes à bien avoir en tête, c'est comment je classe correctement sémantiquement. Donc là, c'est une question de profondeur d'analyse, de granularité. Vous avez des méthodes, des approches qui peuvent vous proposer des classifs préétablis. C'est très utile quand on veut aller vite, quand on veut avoir une vue aussi plutôt synthétique, globale. Et puis, vous avez des approches plutôt sur mesure qui vont vous permettre d'avoir plus de granularité, de flexibilité, de précision et surtout de pouvoir, si c'est important, coller aux spécificités de votre business ou de vos activités. Après, la classification sémantique, elle ne fait pas tout. Il faut pouvoir aussi comprendre les tendances de perception des thèmes que vous avez classés. Et donc, c'est l'étape d'évaluation qualitative qui est importante. Là aussi, deux approches possibles. L'analyse de sentiments qui consiste à classer positif et négativement les commentaires. C'est intéressant quand on a besoin simplement d'une vue globale. Et si on veut aller un peu plus loin, c'est la mesure des émotions proprement dites, ce qu'on va développer juste après, qui vous permet notamment d'arbitrer des priorités, des choix, et de pouvoir, de manière adaptée, spécifique, déclencher des actions appropriées. Voilà, c'est le moment où je vais passer la parole à Mathieu pour les derniers slides, avant d'aborder les cas pratiques. Merci Grégoire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, comment mesurer les émotions? C'est important dans le cadre de l'analyse de vos résultats NPS de bien comprendre qu'à un moment donné, il faut passer la main au client, il faut l'écouter pour comprendre ce qui a généré le fait qu'il n'est pas promoteur. Et donc, l'écouter, c'est finalement mesurer ce qu'il va vous dire et mesurer les émotions. Alors, pour bien détecter les émotions dans le propos, il faut être capable de trois choses. La première, c'est de pouvoir relier aux mots qu'il évoque, aux expressions qu'il utilise, les émotions. Et donc, ce lien entre les mots, les expressions et les émotions, c'est un dictionnaire ou c'est de l'IA qui va vous permettre de le réaliser. Le deuxième niveau, c'est de pouvoir mesurer l'intensité de chacune des phrases et de pouvoir pondérer les phrases les unes par rapport aux autres afin de définir une émotion principale pour savoir globalement comment le commentaire, le verbatim se situe. Puis le troisième point, c'est de pouvoir trouver les thématiques pour donner une couleur émotionnelle à ces thématiques. Alors là, dans le verbatim qu'on a ici, par exemple, on va avoir un numéro que je ne connais pas qui génère de la peur. Typiquement, là, on a l'évaluation émotionnelle qui se fait par rapport aux mots utilisés. Et puis, on va avoir des thématiques qui vont ressortir. Automatiquement, l'outil, sur des phrases longues comme ça, peut en ressortir 5, 10. Ici, en l'occurrence, sur ce verbatim-là, on en avait 6 qui sont ressortis. Manuellement, on comprend bien que c'est assez fastidieux à réaliser. Voilà. Les outils, généralement, sont capables de mesurer entre 5 et 10 émotions. Qu'émotion parvient à mesurer les 6 émotions primaires qui sont importantes parce que ce sont ces émotions qui sont révélatrices d'un besoin particulier. Alors maintenant, on va voir les bénéfices principaux de l'analyse émotionnelle. Donc, il y en a 4. Le premier bénéfice qu'on peut tirer de l'analyse émotionnelle,
c'est de mieux comprendre ses clients, de se mettre à leur place et de mieux pouvoir comprendre les évolutions de ces résultats et en particulier du NPS. On va voir qu'il y a une corrélation assez forte entre les émotions les plus fortes, comme la colère ou le dégoût, et des personnes qui seraient détracteurs. Le deuxième élément, c'est de pouvoir prioriser les actions d'amélioration en ciblant les émotions les plus négatives. On peut facilement aller voir ce qui a généré le plus de problèmes aux clients et donc savoir par où commencer. Parce que pour améliorer le NPS, il faut pouvoir impacter le client. Et pour impacter le client, il faut que les actions de correction touchent ce client. Donc, par où commencer dans ces actions? Eh bien, en priorisant les émotions les plus négatives, les plus fortes exprimées par les clients. Le troisième élément, c'est plutôt là, regarder le parcours et regarder sur ce parcours quels sont les points de force, quels sont les points de faiblesse, quels sont les irritants exprimés par le client. Et là, on va voir tout de suite après comment, sur une plateforme automatique, on arrive à détecter les points d'enchantement du parcours de manière quasiment en direct par rapport aux derniers avis qui ont été évoqués. Et puis enfin, vos données, c'est comme une mine d'or, comme une mine de diamants. Et dedans, vous avez des pépites, vous avez des insights qui sont vraiment intéressants et dont il faut tirer parti. Et donc, là aussi, l'analyse thématique et l'analyse émotionnelle vous permettent de mieux découvrir quels sont les signaux faibles et les insights qui vont ressortir de la donnée. En particulier, quand il y a des événements qui se produisent, d'actualité et que vous allez devoir aller rechercher dans la donnée. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'aller regarder quelques données réelles pour comprendre comment ça fonctionne. Je te repasse la main, Mathieu. Alors, je vais reprendre la main. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. OK. Alors, donc là, on est sur des données d'avis qui ont été collectées sur le web, sur des enquêtes liées à des enseignes de retail, et en particulier dans le domaine du bricolage. Et donc, on a des personnes qui nous ont indiqué qu'elles étaient soit promotrices de la marque, soit neutres, soit détractrices. Elles ont en même temps positionné une note de satisfaction et elles ont émis un commentaire pour expliquer leur note. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les émotions, alors ici, vous voyez, on a une signalétique émotionnelle, plus les couleurs sont chaudes. Sur notre plateforme, plus les émotions sont positives. Donc, on a la joie, la surprise. Et puis, on va avoir des émotions plus négatives, comme la peur, la tristesse, la colère et le dégoût, qui sont beaucoup plus froides, dans des couleurs beaucoup plus froides. Et donc, ce qu'on observe bien, c'est que, et ça, c'est vraiment vérifié auprès de l'ensemble de nos clients, c'est que des clients qui vont exprimer qu'ils sont détracteurs vont émettre des critiques et ça va être retranscrit soit par de la colère, soit par du dégoût, soit par de la tristesse, soit par de la peur. Et donc, aller pouvoir directement sur un sujet voir le dégoût, c'est aussi pouvoir comprendre quels sont les plus forts détracteurs, quels sont ceux qui vous impactent et qui vous font, entre guillemets, mal, parce qu'ils sont les plus vindicatifs et c'est eux qui vont sans doute générer le plus de bad buzz. Ils vont vouloir vous faire mal parce qu'ils ont vécu une expérience qui est très négative. À l'inverse, sur des promoteurs, on voit très facilement ici que les personnes vont exprimer de la joie et donc les sujets qu'on va pouvoir ensuite analyser sont plus sur des thématiques de joie ou de surprise. Voilà. Donc sans analyse automatique, vous partez sur finalement
le spectre des émotions sans savoir où aller chercher. Alors, une autre manière aussi de travailler sur les émotions ou avec les émotions et améliorer le NPS, c'est d'aller travailler sur les différents points irritants, de pouvoir travailler sur les irritants et les points d'enchantement que les personnes ont pu exprimer. Donc ici, on a regroupé l'ensemble des points notables du donné, hein, de démo bancaire. Et on a classé, alors en fonction d'un indice émotionnel, une température, soit très chaud, soit très froid, ici. Et donc, on va pouvoir aller voir d'abord qu'est-ce qui est le plus évoqué dans ce qui a été relevé par les clients, donc dans ces points d'enchantement et dans ces points d'irritants. Et puis ensuite, on va pouvoir aller directement visualiser qu'est-ce qui a généré de l'enchantement chez les clients, et puis qu'est-ce qui va générer du dégoût ou de la colère, par exemple, et bien comprendre que, tiens, finalement, la publicité qui a été positionnée, il y a un certain nombre de clients, même limités, hein, mais un certain nombre de clients qui ne s'y reconnaissent pas du tout, et ça a produit un effet inverse par rapport à ces personnes. Ou sur des éléments plus liés à l'expérience, on peut aussi se baser, par exemple, sur le dégoût et aller voir des problèmes liés à une interface, à une ergonomie, avec une exaspération qui peut être marquée par un certain nombre de personnes sur le site. Donc très facilement, on a, en utilisant, en exploitant le verbatim, accès à ce qui va générer des détracteurs par rapport à des critères très précis. Voilà, je te repasse la parole à Grégoire hein, pour peut-être le troisième cas. Alors, j'attends que ça charge. Voilà. Le dernier exemple de cas pratique qu'on voulait partager avec vous, ce sont les émotions retracées sur des parcours clients. On a pris l'exemple du transport aérien. Donc là, vous découvrez d'abord que l'outil va pouvoir établir à partir en fait des commentaires les grandes étapes du parcours et automatiquement classer les avis par étapes. Donc vous avez la préparation du voyage, l'arrivée à l'aéroport, le voyage à bord, l'arrivée à destination. On va teinter chacune de ces étapes principales d'une tendance température émotionnelle, donc froide ou chaude, qui permet de voir qu'il y a un petit peu plus de soucis sur la préparation. Néanmoins, le voyage à bord, bon, qui est le sujet le plus discuté, n'est pas très chaleureux non plus. Donc c'est ça qui va beaucoup driver l'expérience. On va aller voir un petit peu plus en détail ensuite sur le voyage, pendant le voyage et sur les différentes étapes, moments de vie en fait de ce parcours. Quels peuvent être les ressentis? Donc vous avez par exemple le moment du petit déjeuner, l'atterrissage, le divertissement, les repas, etc. On voit que un des points d'enchantement lors de ce voyage, c'est l'accueil à bord. Vous avez aussi un autre point d'enchantement autour du bar. Bah oui, dans un avion, il n'y a pas de couvre-feu, alors on peut y aller toute la nuit, par exemple. Et puis, on voit surtout que il y a deux gros irritants sur cette étape du parcours dans le voyage à bord, qui sont les toilettes et le petit déjeuner, qui ont des tendances faibles, froides. Et donc, en un clin d'œil, on peut se rendre compte de ça. Et puis, aller, en regardant les données, essayer de comprendre, à travers les verbatims, ce qui génère ces irritants et ce qui pénalise donc l'engagement des clients à travers le petit déjeuner, donc en lisant très simplement des commentaires alors colorés par l'émotion dominante, donc de la peur. J'ai pas eu mon petit déj prévu pour un diabétique. Un petit déjeuner avec un pain trop glacé, etc. Et puis
là, je vous ai montré un exemple où on peut détailler un petit peu plus les différents registres émotionnels du commentaire qui pénalise le petit-déj, le pain glacé sucré qui génère de la peur et puis la tristesse d'avoir trop de choses sucrées. Voilà. Donc en quelques clics, vous comprenez où sont les priorités d'irritants, de points de désenchantement. Et puis, en lisant quelques verbatims qui peuvent être voilà, les plus négatifs, qu'est-ce qui génère cette frustration et qu'est-ce que je dois corriger. Si vous voulez creuser un peu plus, bon, l'outil là qu'on vous a montré sur la fin, ben, vous pouvez booker à votre convenance une démo quand vous le souhaitez via le lien Bitly. Et puis, on vous offre, dans le cadre de ce webinaire, un test gratuit de 500 avis. Si vous avez des données que vous voulez tester, et ben, vous m'envoyez sur mon mail, Grégoire@Emotion, vous m'envoyez dans l'objet Émotion 2020, et on vous fera ça avec plaisir.